Au temps de Karl Marx, l'opposition entre les classes sociales, entre la bourgeoisie et le prolétariat est bien flagrante. Mais aujourd'hui, dans la société française actuelle, est-ce que cette opposition entre les classes sociales est aussi flagrante? Est-ce que les distances interclasses, c'est-à-dire les inégalités entre les individus qui appartiennent à des classes sociales différentes, sont aussi flagrantes? Point d'interrogation. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les distances interclasses ont diminué. Un auteur, Henri Mandras, nous explique en effet qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on assiste à une déprolétarisation des ouvriers, ce qui va faire diminuer les inégalités que subissaient les ouvriers vis-à-vis de la bourgeoisie. En effet, les ouvriers vont profiter de la consommation de masse. Ils vont pouvoir avoir accès à des équipements nouveaux, comme le micro-ondes et la télévision, qui vont améliorer leur confort. De la même façon, les ouvriers vont profiter d'une hausse de rémunération liée à la forte croissance des Trente Glorieuses. Enfin, les ouvriers profitent également de la massification scolaire. Leurs enfants accèdent au lycée et à l'université, ce qui peut favoriser parfois l'ascension sociale. Dans un même temps, Henri Mandras note qu'on assiste à une moyennisation de la société. C'est-à-dire qu'une classe moyenne émerge, grossit, puis tend à englober l'essentiel, la très grande majorité de la société. Dans cette vaste classe moyenne, on note les cadres, les employés, les professions intermédiaires, c'est-à-dire des activités, des métiers liés aux services et qui grossissent petit à petit au fur et à mesure de ces 30 glorieuses. De la même façon, la forme pyramidale de la société, c'est-à-dire peu d'individus bourgeois en haut, beaucoup d'individus issus des classes populaires, beaucoup d'ouvriers en bas, tend à se transformer, disparaît au profit d'une structure sous forme de toupie. Toupie avec un gros ventre, un petit peu comme moi au lendemain des fêtes de Noël. Néanmoins, on note que si cette moyennisation a totalement changé la donne par rapport à l'époque de Marx et du 19e siècle, il y a encore aujourd'hui de fortes inégalités entre certaines classes sociales. En effet, si on regarde la structure des PCS, les employés et les ouvriers souffrent d'inégalités par rapport aux cadres ou encore, dans une moindre mesure, aux professions intermédiaires. On peut prendre différents critères pour l'évoquer. On dit donc que les inégalités sont multiformes ou multidimensionnelles. Les cadres, par exemple, ont une espérance de vie supérieure, ont des diplômes plus élevés, ont un patrimoine plus élevé et des revenus plus élevés. De la même façon, on a tendance à mesurer l'importance des inégalités via le rapport interdécile, c'est-à-dire l'écart de rémunération ou de niveau de vie entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Eh bien, si cet écart avait tendance à diminuer lors de la deuxième partie du XXe siècle, on note que depuis la fin des années 90, cet écart augmente de nouveau. Enfin, il est important de noter que, suite à Karl Marx, un auteur, Pierre Bourdieu, a en quelque sorte réactualisé sa pensée, mais utilisé des critères différents. On n'est plus sur la dimension en soi et pour soi de la classe sociale, mais une vision différente des classes sociales, Pierre Bourdieu utilisant, lui, d'autres critères. Pour Pierre Bourdieu, bien évidemment, une classe sociale dépend des ressources économiques des individus. Il parle alors de capital économique. Mais pas que. Pierre Bourdieu va également prendre en compte le capital culturel. Capital culturel qui, pour lui, concerne les ressources culturelles, les dispositions culturelles intégrées par l'individu. De la même façon, Pierre Bourdieu insiste sur le capital dit social, c'est-à-dire sur le réseau, sur les relations que peut mobiliser un individu dans le cadre de sa vie. Si on s'en tient à ces trois fameux capitaux, Pierre Bourdieu nous indique qu'il existe encore des classes sociales assez opposées dans la société.
Il le montre par exemple avec la classe bourgeoise. Pour Pierre Bourdieu, les bourgeois disposent d'un fort capital économique, de conditions matérielles d'existence très avantageuses. Et de surcroît, la bourgeoisie va chercher à alimenter ce capital économique, à le préserver et à le transmettre à ses enfants. Comment? Notamment via le choix du lieu d'habitation. La bourgeoisie choisit d'habiter dans certains quartiers, des quartiers très privilégiés, ce qui va notamment permettre d'alimenter le capital social et culturel et de le transmettre aux enfants. Ces quartiers privilégiés permettent d'alimenter le capital social de la famille, de développer un carnet d'adresses. De la même façon, cela permet de transmettre un certain capital culturel favorable à la réussite scolaire. Les enfants peuvent participer à des rallyes mondains qui vont transmettre une culture savante, une culture légitime. De la même façon, les enfants de la bourgeoisie peuvent rentrer dans des écoles prestigieuses, des écoles dans lesquelles les enfants vont profiter de moyens plus importants que par exemple des écoles de banlieue, des écoles qui vont concentrer les futures élites et qui vont favoriser la réussite scolaire. A contrario, on note bien encore en France l'existence d'une classe populaire, d'individus qui vivent dans des conditions bien moins avantageuses que la bourgeoisie, qui connaissent des conditions socio-économiques totalement opposées. Néanmoins, par rapport à l'époque de Karl Marx, il y a bien des différences ici. Ces personnes-là sont bien moins des personnes ouvrières, des ouvriers qu'à l'époque de Karl Marx. Pourquoi? Parce que le nombre d'ouvriers a chuté, comme on l'a dit précédemment. De la même façon, ces personnes sont bien plus souvent des employés, des personnes qui travaillent dans le secteur tertiaire, et leur visage a changé. Il s'agit bien plus souvent de jeunes, de femmes. De la même façon, leur lieu de travail a changé. Il s'agit bien plus souvent de personnes qui travaillent dans les hypermarchés, dans les centres d'appel, ou encore, pensons par exemple aux agents d'entretien. Mais aujourd'hui, la notion de classe sociale est peut-être encore plus complexe qu'à l'époque de Marx. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a des distances, cette fois intra-classes, c'est-à-dire des inégalités entre des individus qui pourtant appartiennent à la même classe sociale. On peut penser par exemple aux ouvriers. Dans la même PCS des ouvriers, vous avez les ouvriers qualifiés et les non qualifiés. Or, les ouvriers qualifiés, par exemple, vont profiter de conditions de vie et de travail plus élevées que les ouvriers non qualifiés. Et les ouvriers non qualifiés sont beaucoup plus exposés au chômage, au temps partiel, aux contrats précaires de type CDD, intérim, etc. De la même façon, les ouvriers non qualifiés sont fortement impactés par le progrès technique, vu dans le chapitre sur les sources de la croissance. En effet, du fait de l'automatisation présente dans les usines, le progrès technique, les machines vont remplacer, se substituer aux ouvriers non qualifiés, d'où le fort taux de chômage que connaissent les ouvriers non qualifiés. A contrario, les ouvriers qui, eux, sont qualifiés sont bien moins concernés par l'impact du progrès technique, qui se substitue moins à leur type d'activité, leur type d'emploi. De la même façon, il est important de noter qu'aujourd'hui, les rapports de classe sociale se superposent aux rapports de genre. On a pu dire précédemment que les femmes subissent des inégalités dans la sphère domestique, dans la sphère professionnelle. Bien, de la même façon, ces inégalités vont se superposer aux rapports de classe. Certaines femmes subissent à la fois des rapports de genre, mais également des rapports de classe. Typiquement, aujourd'hui, beaucoup de femmes qui travaillent travaillent dans la PCS des cadres. Elles appartiennent plutôt à un milieu favorisé et dans le cadre de leur foyer va déléguer les tâches ménagères, les tâches domestiques à d'autres femmes.
d'accord? Des femmes qui sont employées et qui travaillent dans l'aide à domicile, des femmes qui, elles, sont peu qualifiées. Ainsi, la structure de l'emploi des femmes rejoint la polarisation de la société, c'est-à-dire qu'au sein de l'emploi féminin, on a d'un côté les femmes très qualifiées et de l'autre les femmes peu qualifiées qui vont à la fois souffrir de rapports de classe et de rapports de genre. De la même façon, il est important de noter qu'au sein d'une même classe sociale, les femmes vont souffrir beaucoup plus que leurs homologues masculins des conditions de travail et de vie. Il en est ainsi par exemple pour les ouvriers. Les ouvrières sont bien plus que les hommes concernés par le travail à la chaîne, qui est difficile en ce qui concerne la condition de travail. D'accord? Néanmoins, paradoxe, les femmes ouvrières sont beaucoup plus qualifiées que leurs homologues masculins. S'il y a bien une dimension de la classe sociale telle que Marx la décrivait à remettre en cause aujourd'hui, c'est peut-être la dimension pour soi de la classe sociale. C'est-à-dire le fait que les individus ont conscience, ont le sentiment d'appartenir à une classe sociale, à un groupe d'individus ayant des conditions de vie communes et qui doit lutter contre d'autres individus. En effet, aujourd'hui, les individus s'identifient moins de manière subjective à un groupe social et surtout à une classe sociale. Lorsqu'on interroge les Français, très souvent les Français mentionnent appartenir à aucune classe ou appartenir à une vaste classe moyenne dans laquelle il y aurait presque tous les Français, hormis les très riches et les très pauvres. Les Français vont s'identifier, vont se définir en utilisant d'autres critères, d'autres dimensions. Il peut s'agir de l'âge, du genre, du territoire, de l'ethnie, de la génération, etc. Des critères qui sont importants aujourd'hui, comme on l'a dit précédemment, car ils mettent en avant, ils reflètent des inégalités et parfois même déclenchent des mouvements sociaux. En effet, aujourd'hui, à côté de mouvements comme le mouvement ouvrier, on a pu voir émerger dès les années 70 des mouvements féministes. De la même façon, les mouvements qui émergent des banlieues se répètent depuis le début des années 2000 et mettent en avant, dénoncent certaines inégalités qui sont différentes des inégalités de classe. Alors, de la même façon, on peut dire que le fait que les Français se définissent moins comme appartenant à une classe sociale est lié à un phénomène, le phénomène d'individualisation. On parle d'individualisation pour expliquer le fait que désormais, les individus ont la possibilité et surtout la volonté de s'émanciper de groupes auxquels ils appartiennent. On parle d'individus qui souhaitent être de plus en plus autonomes, qui cherchent à s'émanciper des groupes, et cela nous amène très souvent en sociologie à parler de société d'individus. En effet, les Français sont en quête de singularité. Cette quête de singularité, de différence, d'autonomie par rapport aux classes sociales se voit dans la manière dont les Français se définissent. Alors qu'auparavant, les Français se définissaient comme appartenant à l'une des deux classes, la classe ouvrière ou la bourgeoisie, désormais les Français vont multiplier les critères de définition. Ils vont par exemple dire, pour certains, être un jeune homme blanc provenant de tel quartier, exerçant tel métier, etc., etc. De la même façon, cette volonté d'autonomie vis-à-vis de la classe sociale peut se voir au travers des pratiques culturelles. Alors qu'auparavant, l'appartenance à une classe sociale comme la bourgeoisie allait de pair avec certaines pratiques culturelles, des pratiques culturelles dites légitimes qui permettent de se distinguer au sens de Pierre Bourdieu comme l'opéra, le théâtre, etc. Aujourd'hui, c'est bien moins le cas. Les deux ne vont pas forcément de pair. Et on assiste même à ce qu'on peut appeler des dissonances culturelles. C'est-à-dire que, par exemple, un enseignant diplômé, fortement diplômé, peut tout à fait
aujourd'hui, regarder des programmes de télévision comme Les Ch'tis à Miami, ce qui fait apparaître une certaine dissonance. Ce qui s'éloigne bien évidemment de manière très forte des pratiques culturelles auxquelles était rattachée hier sa classe sociale. Bon, bien sûr, c'est pas du tout du vécu, hein. Ne vous méprenez pas. Mais à quoi est donc lié ce phénomène d'individualisation? Eh bien, à 3 critères. Premier critère, la volonté d'autonomie des individus. Un auteur, Federico Tarragoni, note que cette volonté d'autonomie des individus se concrétise vis-à-vis de différentes institutions. Il note ainsi que les gens souhaitent être autonomes vis-à-vis de leur famille, de la politique ou encore de la religion et du travail. Les individus souhaitent aussi être autonomes vis-à-vis d'organisations qui, hier, dictaient leur vie et leur comportement. On peut penser aux partis politiques, mais aussi à l'Église, comme l'Église catholique. De la même façon, l'individualisation est aussi liée aux nouvelles techniques de management. Alors qu'hier, les entreprises proposaient des conditions de travail et des contrats similaires à l'ensemble des salariés et négociaient avec les syndicats de facto pour ensuite proposer des choses qui s'appliquaient ensuite à l'ensemble des salariés, désormais les conditions de travail et les contrats sont individualisés. C'est-à-dire que les différents salariés se voient proposer des contrats différents, par exemple pour les uns des CDI, pour les autres des CDD, ou encore pour d'autres de l'intérim. De la même façon, les salariés ont des contrats différents avec des évolutions de salaire différentes, notamment parfois annexées sur la performance. De la même façon, ils se voient proposer des primes différentes. Par conséquent, chaque salarié est dans une condition différente, ce qui baisse le sentiment d'appartenir à une même classe sociale, d'être dans le même bateau que les autres. Enfin, dernier point, François Dubé note qu'auparavant, par exemple au XIXe siècle, les inégalités se superposaient. On avait d'un côté des individus qui souffraient de multiples inégalités, qui disposaient de revenus faibles, d'une espérance de vie faible, de conditions de logement vis-à-vis de la santé précaire, et d'un autre côté, des individus qui profitaient de situations avantageuses pour l'ensemble de ces critères, la santé, le logement, le revenu, l'espérance de vie, etc., etc. Eh bien aujourd'hui, notre François Dubé, les situations sont plus complexes, plus hétérogènes, et les inégalités ne se superposent plus forcément. Par exemple, on peut tout à fait être un patron, disposer de revenus élevés et ne pas disposer de prestige au sein de la société. De la même façon, notre François Dubé, on peut par exemple être un paysan et être dépourvu de services publics du fait de son emplacement sur le territoire, ne pas avoir par exemple d'hôpitaux ou de lignes de train à proximité, mais à contrario profiter d'un environnement paisible. Et bien voilà, du fait de ces discordances, du fait que les individus disposent de situations hétérogènes, ne sont plus tous dans le même bateau, cela crée le fait qu'on n'a plus le sentiment d'appartenir à une même classe sociale.